Sébastien Lescope, bonjour. Bonjour Quentin. Alors le premier fichier que vous avez envoyé dans le cloud, c'était quoi? C'était quand? Ça paraît peut-être être des années-lumière. Est-ce que pour vous c'est illustrable? Est-ce qu'il y a un moment précis qui vous vient en tête? Alors j'étais très jeune, c'était dans les années 90, j'avais pas encore la majorité et mes parents avaient l'internet via AOL. Alors je ne sais pas si tout le monde se souvient d'AOL. Quelques réminiscences. Et donc à l'époque, j'envoyais des mails via la messagerie qui était proposée par AOL et il y avait également une messagerie instantanée dans laquelle on pouvait chatter. Et c'est vrai que c'était une époque où on s'occupait pas trop de la donnée et ce qui en était fait. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, donc, que vous pouvez réécouter en podcast. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Sébastien Lescope. Il est PDG de Cloud Temple, le temple du cloud souverain européen. On va en reparler. Sébastien Lescope, donc question peut-être un peu candide qui fait écho à ma première question, mais c'est cet univers du cloud. Vous le découvrez à quel moment? Enfin, personnellement, je crois avoir compris, mais professionnellement, à quel moment vous découvrez cet univers assez peu illustrable qui s'appelle le cloud? Alors j'ai eu l'occasion de m'illustrer dans le cloud et de construire dans le cloud à partir de 2013. Econocom, qui était mon employeur à l'époque, m'a confié la responsabilité de construire l'activité autour du cloud. On avait racheté une société à Tours et donc c'était de prendre cette société, de construire la force commerciale, construire le marketing et donc de développer ce relais de croissance. Donc c'était donc quelque chose, une mission finalement qu'on vous avait confiée chez un précédent employeur. Vous avez travaillé chez Devoteam, à la Société Générale, et donc chez Econocom, vous venez de le dire, toujours sous ce spectre de l'IT, de la tech. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre job que vous avez, il est fidèle finalement à la carrière, au parcours que vous avez fait? Ma carrière est très cohérente. En effet, j'ai commencé dans le consulting, accompagner les DSI dans leur transformation numérique. Et par la suite, j'ai eu un métier plus opérationnel, plutôt chez des doueurs, chez des infogérants, chez des fournisseurs de cloud. Et là, j'arrive dans une société de tech avec une véritable capacité d'innover, de nous différencier et un projet de croissance et d'évolution qui est vraiment attirant. Alors, on a parlé de l'espace-temps déjà plusieurs fois. On a parlé d'AOL au tout début de notre échange. Vous êtes CEO depuis presque 6 ans, une éternité finalement au regard du digital. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en 6 ans dans le cloud, entre l'image à la fois en coulisses chez les professionnels et surtout l'image publique qu'il renvoie, parce que le cloud aujourd'hui, c'est pas une masse difforme, c'est quelque chose c'est un terme, un univers qui apparaît dans les médias, dont les gens parlent. Beaucoup de choses. C'est un domaine qui évolue beaucoup. On va dire sur les 5 dernières années, les décisionnaires informatiques se sont fortement sensibilisés et ont appris à mieux consommer le cloud. À l'époque, on avait toujours Azure, Google et Amazon qui étaient déjà très présents. C'était du bricolage, finalement. Non, ce n'était pas du bricolage, mais les DSI étaient conscients qu'ils devaient aller vers le cloud, mais à l'époque, on n'était pas forcément conscient de ce que ça pouvait apporter, en fait, et surtout des pièges que ça présentait. Par la suite, il y a tout un côté sensibilisation des particuliers autour de la donnée avec le RGPD, donc l'utilisation des données personnelles. Là, il y a une norme sur le cloud qui s'appelle SecNumCloud, qui permet de définir un référentiel de cloud pour l'ensemble des fournisseurs, qui a été édité par l'ANSSI il y a maintenant 3 ans. On est très peu à s'y conformer. Mais la technologie évolue très vite, les normes évoluent très vite, la sensibilisation aussi des consommateurs évolue très très vite. Et on se rend compte aujourd'hui que l'usage du cloud n'est plus le même. Le sujet est devenu en fait finalement de plus en plus essentiel à la mesure qu'il est devenu le plus important pour les entreprises et dans les foyers. Aujourd'hui, le nombre de data qu'on consomme et qui viennent dans le cloud sont infiniment supérieurs à il y a 6 ans. Le cloud, c'est plus uniquement un sujet technique. C'est devenu un sujet... C'est un sujet métier pour les entreprises. Pour les particuliers, ça peut être un sujet d'usage, de protection également de ces données. On se rend compte que la consommation du cloud n'est plus la même aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, une entreprise aujourd'hui consomme environ 2,7 clouds en France. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus à... Quel cloud je veux atteindre, c'est plutôt quel est mon applicatif métier, quels sont ces enjeux métiers qui le contournent, et en fait après je vais aller chercher la bonne architecture, le bon cloud pour aller consommer en fait derrière
ce dont j'ai réellement besoin. Sébastien Lescope, vous avez prononcé tout à l'heure un mot que je trouve intéressant. Vous avez parlé de pièges. Vous disiez on n'était pas au courant à l'époque des pièges que cela engendrait. Alors quels étaient ces pièges à l'époque et quels sont-ils aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'à la mesure que le cloud devient capital, essentiel dans les vies des entreprises, dans la vie de tout le monde finalement, vous et moi, comment ont évolué ces pièges que vous avez évoqués sans les évoquer? Alors le piège qui est le plus basique, dont on parle tout le temps, c'est quand vous mettez un pied dans le cloud, faites très attention à votre consommation parce que en fait, vos usages évoluent et comme en fait, vous êtes sur un paiement à l'usage, forcément votre prix peut évoluer très très vite. Et donc votre facture peut évoluer très très vite. Donc ça, c'est un premier piège. L'inflation du cloud. L'inflation du cloud. Et il faut savoir que les entreprises consomment de plus en plus de données. Les besoins évoluent chaque année. Donc forcément, le choix qui était structurant à un moment, il faut s'assurer en fait qu'il soit pérenne dans le temps. Donc il y a toute la partie tarification, mais également la partie pour des sociétés dont la donnée qui était confiée à l'hébergeur est stratégique, il y a des sujets de souveraineté qui commencent à apparaître. On se rend compte en fait qu'en allant travailler avec certains Américains, on n'est pas forcément protégé des lois extraterritoriales et que du coup un avantage concurrentiel, une propriété intellectuelle qui nous appartient, peut être en fait lu ou en tout cas peut arriver en fait dans de mauvaises mains. Donc ça, on se rend compte aujourd'hui un mouvement de certains décisionnaires qui souhaitent nous confier sur des clouds plus souverains certaines parties de leurs données. Je peux vous donner un exemple si ça vous intéresse. Avec bonheur, mais ce que vous décrivez, c'est une certaine géographie du cloud finalement, une certaine diplomatie aussi, on peut dire ça. Alors là, en effet, on est sur un sujet un peu géopolitique, mais qui est un vrai sujet, un sujet stratégique. On se rend compte de plus en plus que la donnée est stratégique. Et donc certaines données doivent être protégées, mais pas toutes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'amalgame de j'ai besoin de tout surprotéger. On a besoin d'agilité, on a besoin d'aller vite, on a besoin d'innover, et il faut trouver le juste compromis. Alors je peux vous donner un exemple client, le Neoen, qui est un beau champion français, leader de l'énergie renouvelable, 4,5 milliards de valorisation boursière. Ils sont venus nous voir en fait cette année, car ils étaient conscients de leur propriété intellectuelle. Ils construisent des éoliennes partout dans le monde. Ils ont une propriété intellectuelle dont ils sont fiers. Donc ils ont des données, ils sont sensibles sur les données qu'ils possèdent. Néanmoins, ils construisent des éoliennes en Australie, en Amérique du Sud. Ils savaient très bien qu'en s'appuyant en fait sur un cloud de confiance européen, ils n'arriveraient pas en fait à répondre aux usages applicatifs aussi éloignés. Du coup, ça a été un travail sur l'architecture des données pour pouvoir isoler et mettre dans une bulle de confiance les données qui étaient sensibles et proposer sur un cloud public, donc en l'occurrence c'était avec Microsoft, toutes les données qui étaient nécessaires pour les bureaux commerciaux et les bureaux techniques. Parce que si on sait, finalement, on parlait de symbolique un peu au début de géographie, justement, à l'instant, si aujourd'hui les entreprises et beaucoup de personnes ont réalisé quelle était l'ampleur du cloud, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas où sont leurs données à l'instant où ils parlent. Ça, c'est encore une donnée très opaque, je crois. Absolument. Alors, il y a de plus en plus d'engagements qui sont demandés aux fournisseurs de cloud pour assurer où se trouve la donnée. Alors, souvent, on sait où se trouve la donnée maintenant. Par contre, on ne sait pas par où elle passe. En tout cas, on est au début de la normalisation du cloud. C'est un domaine qui a évolué très très vite. Ce qu'il faut, c'est éclairer les consciences, créer quelques règles, comme vous pouvez l'avoir dans l'agroalimentaire. Quand vous achetez en fait de la nourriture, la traçabilité, en gros, il y a une traçabilité de la data. Savoir la toxicité, ou en tout cas si c'est quelque chose qui est bien pour vous ou qui est mauvais pour vous. Les produits toxiques devraient être interdits. Mais tout ça est très récent. Donc la normalisation autour du cloud est en train de se faire au niveau de l'Europe, au niveau de la France, et en tout cas on s'attend à de belles avancées dans les prochaines années. Est-ce que vous diriez que faire bouger les lignes, je reviens sur la souveraineté parce que c'est un sujet important qui revient dans beaucoup de secteurs, en coulisses, comment ça se passe pour affirmer, pour mettre en place ces souverainetés? Est-ce que c'est ces choses complexes autour de la table? J'imagine qu'il y a du monde. Qu'est-ce qui fait pencher la bascule d'un côté ou de l'autre? Alors déjà, il faut distinguer sécurité et souveraineté. Les deux sont complémentaires. On peut proposer quelque chose de sécuritaire, mais qui n'est pas souverain. Nous, Cloud Temple, dans la plateforme qu'on propose, on propose les deux. C'est-à-dire qu'on est à l'état de l'art de la sécurité, on respecte le référentiel le plus exigeant qui a probablement été fait au monde par l'ANSSI, je les félicite. La souveraineté, c'est autre chose. C'est comment vous protégez en fait, des lois extraterritoriales. Donc ça veut dire
Derrière, un hébergement dans une zone protégée. Ça veut dire également que vos contrats avec vos sous-traitants ne vous mettent pas en défaut sur la souveraineté des données que vous hébergez, donc c'est les accès. Également les employés. Est-ce que vous avez en fait des employés qui sont d'une origine que vous considérez comme n'étant pas de confiance? Il y a un certain nombre de règles qui sont respectées. Aujourd'hui, la plus importante, c'est probablement le capital. C'est s'assurer qu'au capital de l'entreprise, seuls des pays de confiance en fait, sont en capacité d'arbitrer. Ouais, Sébastien Lescope, je vais vous parler d'un terme qui rime avec le mot souveraineté, c'est celui de sobriété. C'est pareil, la sobriété, on entend à toutes les sauces, si je puis dire. La sobriété numérique et la sobriété sur le digital, ça représente quoi? Sur le cloud en particulier, comment est-ce que les entreprises peuvent faire preuve de sobriété, de responsabilité à ce niveau-là? Alors déjà, le numérique, c'est 2,5% des émissions de gaz carbonique sur l'ensemble des activités. Donc c'est assez faible aujourd'hui. En fait, les émissions sont relativement faibles aujourd'hui sur cette filière. Mais en fait, ce qui nous préoccupe, c'est pas forcément la quantité aujourd'hui qui est émise, c'est surtout son évolution. Comme je vous disais, en fait, on consomme de plus en plus de données. Les data centers, en fait, se propagent comme des champignons, et on prévoit en fait en 2040 une évolution de 60%. Et c'est la plus grosse, c'est la filière qui évoluera le plus en termes de pollution. Donc et ça, on le sait déjà. Donc il s'agit de. Alors j'imagine que on a tiré la ligne. Aujourd'hui, justement, on peut agir. Alors on peut agir déjà sur l'existant. Alors quand on est fournisseur de cloud, c'est en travaillant sur des technologies, sur des designs qui sont moins énergivores, en travaillant avec des partenaires qui sont aussi également consciencieux. Mais surtout, en fait, vous vous rendez compte que le plus lourd, c'est la tendance. Donc pour travailler sur la tendance, c'est comment je suis capable de travailler avec mes clients sur le meilleur chemin. Comment je peux répondre à leurs enjeux numériques en consommant moins. Et ça, c'est tout simplement en mettant des critères de sobriété dans les projets. Comme vous, quand vous prenez le vélo, du covoiturage, vous savez, en fait, vous pouvez savoir quelle est votre empreinte. Et en fait, à coût égal, c'est-à-dire le coût, c'est très personnel, en fait, vous pouvez choisir d'aller prendre le vélo. Ben, c'est pareil pour les dirigeants informatiques. Il faut les éclairer. Il y a souvent 2-3 scénarios, mais que ce critère de sobriété doit être présent en fait, dans les décisions. Sébastien Lescope, dernière question. Est-ce que les Français sont de bons élèves? J'aime bien cette question parce qu'on pourrait la poser sur n'importe quel sujet, mais en matière de sobriété numérique, est-ce que les entreprises françaises sont peut-être pas à la pointe, mais en tout cas font preuve d'exemplarité? C'est encore perfectible. C'est un sujet qui est nouveau dans le numérique. Donc, je pense que la France n'est pas à la traîne. On a de très beaux exemples, comme le groupe Avril, qui mettent en avant. Alors, le groupe Avril, c'est le leader de l'agroalimentaire, l'un des leaders du groupe alimentaire, 7 milliards de chiffre d'affaires, 70 sites industriels en France. Et ils veulent leur SI exemplaire. Alors, un sujet, par exemple, qui permet de réduire son empreinte, c'est ce qu'on appelle le plan de reprise d'activité. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des applications qui sont 100% disponibles. Rien que le fait d'accepter de 15 minutes de coupure, vous allez rentrer sur des architectures qui sont complètement différentes et du coup qui seront beaucoup moins énergivores. Donc c'est pour ça que quand vous prenez une décision, il faut vraiment réfléchir à quels sont réellement vos enjeux derrière et les compromis que vous êtes prêts à faire. Merci infiniment Sébastien Lescope, donc PDG de Cloud Temple. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. À bientôt.